Aujourd'hui, j'ai toujours la mine défaite et des défaites, il y en a un peu partout. Actualité perso chargée, actualité politique évidemment indicible. C'est parti pour le dormeur du Val. Alors quand on voit souvent mes vidéos, à vous qui me regardez souvent, vous savez que la poésie, ça n'est quand même pas mon domaine et donc toutes mes excuses. Et en même temps, là, je réfléchissais, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Bon, déjà parce que mes lectures en ce moment, ce sont vraiment des lectures de boulot et bon, c'est compliqué de balancer comme ça des vidéos sur l'épistémo-féministe d'un coup quand, quand c'est pas encore le moment, je suis encore dans mes pavés pas finis. Oh, c'est un peu échevelé en fait en ce moment. Et finalement, je crois que le mieux c'est de revenir aux espèces de fondamentaux, aux classiques des classiques et qui n'en sont pas en même temps. Rimbaud, et pas Rambaud. Rimbaud, le dormeur du Val. Petite lecture commentaire à l'ancienne. Alors, j'ai même pas une édition de Rimbaud là sous la main, j'ai une anthologie poétique, peut-être derrière moi que j'ai pas voulu attraper pour pas tout défaire. C'est. Voilà, à Bordeaux, j'ai du Pléiade, des choses comme ça. Bon, c'est voilà, c'est bien dommage. C'est. Comme toujours. Comme toujours, on fait du mieux qu'on peut, on sait qu'on peut peu, mais au moins on essaie. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait en somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. On y va. Bon, la lecture classique du Dormeur du Val, poème célébrissime, hein, donc voilà, on y va hein, dans les... Il est classique en ce sens-là. Il est de facture plutôt classique. On est dans les cahiers de Douai, on est chez le très jeune Rimbaud, bien avant le bateau ivre. Et bon, on sait que la carrière de Rimbaud est particulièrement courte. Et bon, voilà, dans les lectures habituelles du Dormeur du Val, on y voit un écho de la guerre franco-prussienne, en particulier la bataille de Sedan, donc de la défaite française. Et peut-être faut-il dire d'emblée que ce n'est un poème qu'indirectement sur la guerre, et c'est un poème sur la trouée que représente la guerre. Et je crois qu'il faut aussi vraiment le dire, ce n'est pas un poème sur une défaite nationale ou nationaliste, alors c'est très compliqué la nation au XIXe siècle, c'est un poème sur la guerre, qui en gros est beaucoup plus proche des monuments, alors évidemment c'est un chronique, hein, mais mort à la guerre que mort pour la France. Voilà. Parce qu'on ne sait pas la nationalité de ce soldat. Tout le poème, tout ce sonnet, donc 1-4-4-3-3, 2-4-1, 2 tercets, en alexandrin, il prépare cette trouée, mais il la prépare d'emblée. Alors le titre, hein, Le Dormeur du Val, annonce un tableau plutôt paisible, vocabulaire poétique. Là, on a des échos de Lamartine, de poètes romantiques hein, français. Le Val, le dormeur, alors surtout le Val, le Val n'est pas le lac, hein, mais sur ces espèces d'hypotyposes en pleine nature, sur une nature qui serait finalement bienveillante. Ça n'est pas non plus quelque chose qui opposerait nature et culture chez Rimbaud, je ne me sens pas que ça fonctionne trop comme cela. En tout cas, l'image du dormeur, elle fait appel à des choses qu'on trouve pas mal hein, dans le cahier de Douai, c'est-à-dire des tableaux pittoresques, les tableaux d'auberge, les de cette espèce de bohème sur la route, ma bohème, etc., sensation, enfin des poèmes de ce genre-là. Et donc
On s'attend au pittoresque. Alors, le pittoresque, c'est ce qui est digne d'être peint. Mais le pittoresque prend un sens plus restreint sur ce qu'on appelle ici des scènes de genre. Voilà, comme ça. Donc, souvent, donc, c'est un peu les tableaux de Bruegel, le pittoresque, compris au 19e siècle, avec des moments, je sais pas, de vie. Je sais pas le dire de façon non kitsch. Alors, pas la modernité du Baudelaire des poèmes en prose ou la modernité de la ville, quelque chose qui est souvent peut-être plus... oui, mais de l'ordre de la scène de genre ou qui se rattache aux caricatures à la Daumier. Je pense à On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et que la petite jeune fille veut un bureau, c'est-à-dire un employé de bureau. Pourquoi pas. C'est peut-être un poème dont il faudra que je parle un jour aussi de celui-là. Et donc il faut préparer ces scènes de genre qui annoncent des choses paisibles, mais on va voir que cette dimension paisible, elle est évidemment, j'ai envie de dire, trouée, parce que ce terme apparaît 2 fois, premier et 14e, c'est-à-dire dernier vers, dès le trou de verdure où chante une rivière. Donc c'est-à-dire que le cliché romantique d'une nature ici, alors pas de la nature sublime à la Rousseau, Schiller, Burke, cette grande nature impressionnante, mais vraiment de l'ordre de la nature des hypotypos, des idylles aussi. On a quelque chose qui n'est pas dans l'idylle de la poésie amoureuse, mais dans la bucolique, qui se met en place. De façon assez légère, ça se voit dès le présentatif du premier vers. C'est un trou de verdure. Le C, c'est quelque chose qui va désigner, qui va montrer, et donc qui fait appel donc à cette figure de style qui est, Guillaume ne t'énerve pas, absolument indémontrable et qui m'agace aussi. Donc l'hypotypos, c'est la figure de style qui fait que ça fait un effet de tableau. Ça veut dire en fait que c'est une figure de style qui est définie par son effet, non pas par des procédés techniques, donc elle est indéfinissable. Dans les faits, ce qu'on va avoir, ce sont des éléments, par exemple verbaux, comme ici le présentatif, de visualité, de visibilité, de mise en spectacle, et aussi souvent donc des notions de paysage, de couleur, et dans l'hypotypose guerrière, le récit de bataille ou ce genre de choses, là on va avoir après des traits qui vont être plus caractérisés de l'ordre de l'épique. Voilà. Mais je pense que en fait c'est très compliqué de parler d'une hypotypose si on ne dit pas à quel type de tableau, à quel régime de visualité les choses se réfèrent, à quel sous-genre visuel. Bon, ici on est dans la bucolique. Une bucolique particulièrement améliorative, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Là, cet aspect amélioratif, il apparaît par les liquides, l'allitération en R, qui n'est pas du tout rocailleuse, comme on aurait pu le croire, mais on sait bien que ça, c'est aussi que le son R, ici très liquide, mimétique, du bruit donc, de la rivière, hein, du murmure, aurait pu avoir des connotations plus guerrières, plus belliqueuses. Mais là, la personnification de la rivière par le verbe chanter, plutôt que déjà murmurer est un peu une personnification, mais plus habituelle, le chant de la rivière, c'est un peu plus rare. Cliché romantique, je vais pas aller jusqu'à la Loreley, parce que là, on aurait des mythes bien plus forts que l'on n'a pas dans le dormeur du Val, mais voilà, on a ici la mise en scène dans le tableau, par donc ce trou de verdure qui va faire un cadre, donner des couleurs, jeter ça et là des éléments qui sont comme des métonymies de cette bucolique, et qui, et ça on s'en rend vraiment compte après une deuxième lecture, sont évidemment minés par l'annonce finale qui va être à la fois donc annoncée avec une forme de dramatisation et une surprise complète selon le schéma très habituel du sonnet à concetto à pointe. Et avec donc évidemment cette annonce d'un trou qui va revenir. Et alors là, me semble-t-il, vraiment aucune connotation érotique comme on en a aux utistes ou potaches que l'on peut trouver ailleurs chez Rimbaud. Là, il ne s'agit vraiment pas de cela. Premier vers de tournure assez classique au niveau donc du schéma rhythmique, hein, pur alexandrin, mais avec donc ces termes à la fois amélioratifs, un peu lyriques, chante une rivière, et en même temps plus prosaïque, le trou de verdure. Et non pas le cadre, ça ce sont des éléments, cette espèce de mélange des genres que l'on trouvait
qui sont, par exemple, ce sont des choses qu'on trouve chez Baudelaire dans l'ironie baudelairienne. Chez Rimbaud, ça va souvent apparaître, c'est vraiment quelque chose qui va finalement s'accrocher au réel avec des truites sublimes. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez Céline, les espèces de trouées sublimes sur un membre de phrase, un syntagme. Bon, moi qui me terrasse totalement, c'est pour ça que j'ai du mal à lire Céline, je m'arrête trop euh, sur ces éléments-là. Et alors on l'a avec pas la même intensité, pas le même degré, mais parce que chez Céline, on a toujours l'impression de voir un... Enfin, en tout cas, j'ai toujours l'impression, je vais arrêter de me dépersonnifier, de voir une espèce de type en train de gueuler sur un quai de métro, quoi. Et de causer tout seul. Rimbaud, c'est autre chose. On n'est pas sur le même registre vocal, même, j'ai envie de dire, et sur la même tonalité. Une virgule, donc, et là, en fait, dès le deuxième vers, le schéma classique de l'alexandrin, c'est-à-dire un alexandrin de 12 syllabes qui occupe, avec une cohérence entre l'unité du vers, l'unité syntaxique, donc l'unité grammaticale, va déjà s'annoncer comme se distendant, donc parce qu'on a un groupe au participe présent, accrochant follement aux herbes des haillons. C'est étonnant parce que là, en fait, on a des jeux pas de paronomase non plus, mais de rimes internes, de retour de son, ici sur les nasales, qui sont des sons accrochant follement aux herbes des haillons. Et la nasale, c'est un son qui est très français et en même temps assez peu valorisé parce qu'on est un peu chiant les Français. Et avec un participe présent puis un adverbe à 3 syllabes. Étrangement, ça amène à avoir une espèce de pose d'accent qui donne, me semble-t-il, quelque chose de mimétique dans le parcours de la rivière elle-même ou de l'ordre du bruit de cette rivière. Les herbes, là, à nouveau, prosaïsme. Alors, follement, là, on est plutôt dans la métonymie, enfin, dans le cliché un peu romantique d'une nature un peu sauvage. Hein. Mais les haillons, là, on retombe dans quelque chose de plus prosaïque, mais qui, dans le même temps, est pris dans une métaphore. Et elle-même, une métaphore qui est fortement rompue, coupée, des haillons, boum, contre-rejet d'argent. Et là, c'est un contre-rejet très fort, parce qu'il va séparer le nom du complément du nom. Et les haillons, c'est une métaphore vestimentaire. Mais alors ça, c'est vraiment un effet qu'on a aussi dans Mon paletot aussi devenait idéal, Muse et j'étais ton féal. Où on a une espèce de condensation de quelque chose d'extrêmement prosaïque dans une métaphore qui elle-même devient sublime et valorisée notamment par la mention de l'argent. Ici, ces haillons d'argent, c'est plus ou moins les éclaboussures de la rivière dans l'herbe, qui vont permettre de vêtir, et donc en fait ça va amener aussi évidemment un déplacement du regard, donc voilà, où on va avoir un trou qui va aller vers un trou. Et bam, le regard part relativement large, mais cela dit toujours dans un cadre effet bucolique, pour arriver vers ce prosaïsme. Et donc la métaphore, elle fonctionne par cette espèce de condensation entre le prosaïsme du haillon, hein. Le haillon, c'est un vêtement, c'est la guenille, hein. C'est le vêtement des pauvres, c'est le vêtement hors d'usage, et tout de même porté, qui ici en fait sert de métaphore. Point virgule, à un endroit où on ne l'attend pas du tout. Parce que là, on a un 2-10. Découpe. Où le soleil de la montagne fière, lui, hop, nouveau contre-rejet extrêmement fort. C'est un petit val qui mousse de rayons. On va prendre ces deux vers là, du premier quatrain ensemble. Fin du tableau, hein, donc on a la rivière, le soleil, la montagne, absolument tout est pittoresque là-dedans. Donc fier ici va rimer avec rivière, ça participe un peu à cette espèce de tableau d'une nature sauvage, mais quand même globalement accueillante, puisque on a une espèce d'Éden, où les vêtements sont des éclaboussures de rivière, sans honte. Où donc fier connote la sauvagerie, mais pas une sauvagerie inquiétante, une sauvagerie dénuée ou plutôt anté-adamique en fait, antérieure à Adam.
assez clichéique, assez stéréotypé, puisque bon, le soleil, lui, là on est encore sur du cliché poétique romantique. Retour du présentatif, cette fois en, pas en première syllabe, hein, c'est un petit val qui mousse le rayon. Et donc le val du titre, on va vraiment le retrouver ici. Le val reprenant la périphrase en trou de verdure, et donc toute cette description. Le présentatif, il permet souvent de résumer ce qui a été dit. Et finalement, donc on passe donc du trou en petit val, donc complètement cliché bucolique. Val, c'est plutôt un mot poétique pour dire vallée, un peu archaïque. Et une métaphore, là aussi, ça c'est très rabaldien, prosaïque, et donc qui mousse de rayons, parce que cette mousse, elle est finalement très concrète, et elle est inhabituelle s'agissant du soleil, parce que le soleil c'est censé darder, c'est pas censé mousser. Donc, là encore, avec un effet j'ai envie de dire semi-sublime, mais c'est pas que c'est un sublime qui est interrompu, c'est qu'on est sur une reconstruction des clichés, à partir de quelque chose de plus prosaïque, et quelque chose qui va déjà miner les stéréotypes poétiques. Deuxième quatrain. Alors parfois on découpe le sonnet en 1-8-1, en 6-1, en 4-1, en tercé. Ça peut avoir du sens, hein. Après moi je n'ai pas trop le temps d'ergoter sur ces choses-là. Elles sont pleines de signification, mais on a quand même un changement rythmique entre le premier et le deuxième quatrain qui est assez net, hein, puisqu'on passe donc rivière, rayon, fier, rayon, à nu, bleu, nu, pleu, avec des sons qui d'ailleurs vont se refermer eux-mêmes, comme le regard va lui aussi se concentrer. Apparaît avec un article indéfini un soldat, c'est-à-dire que là on avait le cadre, maintenant on passe au personnage. Jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, tord. Il est tendu dans l'herbe, dans l'herbe. Je vais encore me faire engueuler pour ma lecture. Sous la nuit, m'engueulez pas trop, s'il vous plaît, c'est fatigant en ce moment. Pâle dans son hiver où la lumière pleut. On va retrouver exactement les effets que j'ai mentionnés précédemment. Alors d'abord, on a l'apparition de ce personnage avec un article indéfini, et donc son portrait. Voilà. Après le tableau, le paysage, littéralement, on passe au portrait. Dans ce paysage, et on va avoir donc le portrait d'un soldat dormant. Donc on comprend qu'il s'agit du dormeur du Val du titre, hein, puisqu'on venait d'avoir le Val, et là on a l'annonce de ce soldat dormeur. Description, jeune, bouche ouverte, tête nue. On a bien sûr la description d'un homme jeune, mais un soldat. Tête nue, c'est sans casque. Avec une attitude qui semble des plus paisibles, et cette dimension paisible du portrait et du paysage, on va la voir par donc ce tableau d'un dormeur dans l'herbe, là on est même dans des clichés pastoraux. Hein. Alors moi c'est vraiment un truc que je comprends pas quand je lis des trucs type Astrée ou ce genre de choses, même chez Ronsard ou quoi. Ils passent leur temps à être contents de se rouler dans le gazon, mais moi je pas tant... Enfin, j'aime bien me mettre dans l'herbe chez mes parents, mais finalement le gazon, en tant que lieu d'accueil, il y a des fois où je comprends pas trop, mais bon, voilà, je suis peut-être une princesse au petit pois, hein, je sais pas. En tout cas, on va avoir donc une description d'abord de la tête et de l'attitude, finalement une description, on va pas dire de son comportement, mais de sa position, qui va ensuite passer à la nuque, et on va avoir un portrait plus global, avant de passer donc au tiercé. Au tercé, ou pas au tiercé. Il faut parier, hein. Le prosaïsme poétique sublime de Rimbaud, on va le trouver par exemple dans Le Frais Cresson bleu, avec ses retours des allitérations en R. Le cresson, c'est plutôt de la salade, et l'herbe, elle n'est pas censée être bleue. Mais là, on va avoir un effet j'ai envie de dire poétique, un effet d'un lyrisme prosaïque, détourné, qui passe par des images quand même nouvelles, qui... en fait, j'ai pas envie de dire que c'est une anticipation du surréalisme ou qu'on est en pré-surréalisme, mais là, on voit pourquoi les surréalistes ont aimé Rimbaud, même si on n'avait pas besoin de preuves pour cela. Et les stéréotypes bucoliques, hein, c'est beignet, frais pour l'herbe, ou le gazon, mais ici on va parler d'un cresson, à nouveau, donc plus prosaïque.
avec un effet de soulignement, de mise en valeur du verbe dort, et l'impression d'une explicitation après le point-virgule, il est étendu dans l'herbe, sous la nue, alors la nue là, hop, langage extrêmement poétique, comme ensuite, donc pas hop là, on est en plein dans le jeune homme romantique, dans son hiver où la lumière pleut, image à la fois d'une nature bienveillante, quand la nature devient un lit, et bienveillante parce que assez chaleureuse et en même temps étonnante, hein, la lumière pleut. Bon, là, voilà, c'est comme pour... elle moussait, hein, bon, les rayons, le petit val-mousse de rayons, ici la lumière pleut. À nouveau, donc, vocabulaire extrêmement simple, extrêmement prosaïque, mais pour une image assez sublime, je trouve, enfin, qui fonctionne extrêmement, c'est-à-dire qu'on va avoir le rapprochement entre la lumière et la pluie. Bon, ça, c'est la verticalité, hein, des rayons, je vous rappelle vos cours de physique. On considère que la lumière du soleil, elle tombe perpendiculaire à la Terre, voilà, de façon parallèle, comme une pluie, mais où ici le mouvement efface la tristesse éventuelle d'une pluie, ou en tout cas sa froidure. Alors bien sûr, dans ce deuxième quatrain, à la relecture, on comprend, mais on va essayer de ménager encore un peu la surprise, et cette surprise, elle est ménagée par le verbe dort, puisque ce sont les vivants qui dorment. Et donc là, ce qu'on va avoir, c'est un regard qui change, ou un changement de cadre qui va se mettre en place. Premier tercet. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, hop, répétition, donc ça c'est aussi pour préparer ce qu'on appelle un effet déceptif du concetto. Déceptif, c'est qu'il va tromper. Souriant, comme sourirait un enfant malade, il fait un somme, nature, berce le chaudement, il a froid. Alors là, ce tercet, il prépare la bascule. C'est normal, c'est le rôle d'un tercet. Là, on est dans une construction classique du sonnet, avec des diresses partout que je fais mal. Encore un spectacle très bucolique, pittoresque, les pieds dans les fleurs, mais les glaïeuls, alors la forme et l'étymologie du glaïeul ramènent à l'épée. Et donc là, on peut se douter, ou en tout cas quelque chose prépare, enfin, on sent que le tableau est à double fond, puisque comme on avait donc ce soldat tête nue, donc pas au combat et dormant, finalement est entouré d'épées. Symbolique. Répétition du verbe il dort, il reprenant donc toute la description du soldat qui précédait, et permettant d'avoir déjà un sentiment de familiarité avec ce soldat dès le premier tercet, puisque ça y est, on le connaît, on l'a repéré. Un nouveau participe présent, répétition du verbe sourire, là aussi vocabulaire extrêmement simple, et la répétition va accentuer cet effet de simplicité qui donne une impression de scène de genre, de pittoresque, et une comparaison, comme sourirait un enfant malade, là aussi avec un effet d'enjambement ici très fort, puisque on n'est pas censé avoir une coupure comme ça entre la conjonction et le verbe. Ici, la comparaison, elle va rapprocher ce soldat jeune d'un enfant, et donc elle prépare quelque chose qui va être de l'ordre de la surprise pathétique, a fortiori parce que cet enfant est malade. Et en même temps, et on avait donc une bouche ouverte qui ici est à nouveau plus décrite. Donc là aussi on voit une espèce de précision du regard. On est presque dans du zoom avec mise au point en fait, hein, progressive. On s'approche, c'est flou et boum, d'un coup c'est fait. Alors évidemment, je sais pas si... Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire qu'un modèle photographique derrière le dormeur du Val, surtout avec un effet de zoom, ça marche pas. Non, là je suis en train de dire des bêtises, dans les années 70 ça marche pas du tout. Mais ça peut aider à se visualiser cette structure du poème. Et en fait, la comparaison, ici, elle rapproche la scène de genre d'une scène qui serait triste, celle de l'enfant malade qui sourit dans son lit. Alors que, j'ai envie de faire la youtubeuse nulle là, mais la suite va vous surprendre, et en fait, elle est encore plus triste. Il fait un somme,
Là, on a vraiment une insistance sur ce sommeil, présenté avec des verbes de présent, d'énonciation absolue, comme quelque chose d'assuré. En fait, on ne sait pas qui parle. En revanche, on a sur le dernier vers de ce premier tercet une adresse à la nature. Nature berce le chaudement, il a froid, qui ici permet de filer la métaphore que l'on avait d'une nature lit. On avait le lit vert pour le trou de verdure préalable, qui permet d'aller avec ce sommeil et qui demande même une attitude d'enfant ou même de bébé. En même temps, cette adresse à la nature, elle est le signe d'un stéréotype romantique un peu vain, qui ne fonctionne pas. On est sur une nature qui ne répond pas, et cet enfant a froid, comme aurait froid un enfant malade, et comme bien sûr les cadavres peuvent être froids. Dernier tercet. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Alors, la rupture avec ce deuxième tercet qui annonce le concetto du dernier vers, par la négation, ne font pas frissonner sa narine. C'est-à-dire que le tableau fonctionnait pour le spectateur extérieur, et on a pu se demander, je ne sais pas où est-ce qu'on en est de ça, mais si Rimbaud n'était pas tombé sur cette scène, lors d'une promenade, enfin, d'une escapade ou d'une fugue. Et là, on a des allitérations, des assonances assez douces, qui en même temps, donc, qui vont garder la dimension paisible de ce tableau, tout en faisant de cette scène de genre ce que l'on appelle une nature morte. Retour d'une métrique classique pour ce premier vers du dernier tercet. À nouveau répétition du verbe dormir, comme s'il s'agissait encore de garder l'illusion d'une scène de genre quand en fait on est face à une scène de guerre. On ouvre le cadre sur, donc les narines en étaient encore sur la tête, ouverture sur le corps de ce soldat donc, qui était tête nue, la main sur la poitrine pour être un moment de sommeil, comme on dort plus ou moins replié. Je dors en position fétale, souvent, pas toujours. Je m'endors en position fétale et après je fais n'importe quoi. Un nouveau rejet tranquille qui repousse la certitude finale. Encore au sein du dernier vers, il y a 2 trous rouges ce côté droit, qui, donc les trous ici, étant liés, enfin un écho au trou de verdure, qui donc change totalement de cadre énonciatif et de tonalité. La scène de guerre, elle apparaît ici très prosaïquement dans une description où le lecteur, la lectrice reconstitue une scène, alors donc de façon qui va être à la fois surprenante, horrifique, pathétique, mais sans détail autre que celui de la blessure, donc des 2 trous rouges. Alors il paraît que si on se prend 2 balles dans le côté droit, on meurt pas forcément, et que ce côté droit est en fait pas le côté droit du soldat, mais le côté droit vu par le spectateur lyrique qu'a peut-être été Rimbaud. Je suis pas forte en anatomie. Après, ce droit, il a l'avantage de rimer avec froid, et d'avoir été préparé, et donc la froidure ressentie est finalement une froidure ontologique, celle du cadavre. Et comme ça, hop, on a un effet de cadre qui est évidemment glaçant. Avec une surprise qui aura été ménagée par le poète tout au long du sonnet, du poème, par l'affirmation, quand même répétée, d'un sommeil, qui est, on peut dire, un sommeil de la mort, ou ce genre de choses. On n'a pas de métaphore aussi grandiloquente, et ça me paraît heureux de finir sur ce vocabulaire très simple, et ici qui n'est même pas prosaïque, qui est extrêmement simple,
pour finalement, le pathos ici, il est dans l'impossibilité qu'une espèce de poésie romantique faisant appel à une nature fantasmée, hein, à laquelle il ne croyait pas, comme Rousseau ne croyait pas à la nature qui devait être celle des femmes, par exemple. Je vous renvoie à Colette Capitan. Mais ça dit quelque chose d'une nature donc, qui ne peut pas être bienfaisante, bienveillante, qui ne peut pas répondre, et d'une poésie qui finalement, dans ce cliché romantique, ne peut pas dire, et ça n'est pas un manifeste poétique ici, mais qui, en étant miné, permet de dire quelque chose de cette abomination qu'est la guerre. Et ici, non pas le grand champ de bataille, un seul soldat seul, d'une nationalité inconnue, parce que mort à la guerre bien plus que mort à tel ou tel pays. Et qui auront finalement toute possibilité d'illusion naïve. Et là, pas avec le plaisir de on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et que c'est amusant. Bon, de faire du potache, quoi. Rimbaud, c'est vraiment un poète potache. Mais ici, qui devient même pas grinçant, hein. Y a pas d'humour. Il n'y a pas d'humour, mais il y a une forme d'espèce j'ai pas envie de dire non plus d'hommage, mais littéralement de recueil poétique qui fait que le sonnet lui-même finalement va bercer le soldat comme la nature ne peut pas le faire, et en l'exposant qu'à la fin, dire ce qu'il aurait dû être et ce qu'il se retrouve à être. Quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que ces derniers jours, je me suis beaucoup demandé, mais que peut la littérature, à quoi bon? Le fameux à quoi bon? À quoi je sers dans tout ça? On ne sert pas à grand-chose, mais il faut continuer quand même. Et je vous dis à bientôt.